mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble les siècles d'une terre qui a vu passer des empereurs romains, des rois croates, des sultans ottomans, des ducs vénitiens et des empereurs autrichiens. Une terre qui a construit l'une des républiques maritimes les plus brillantes de l'Adriatique, qui a résisté pendant des siècles aux invasions, qui a perdu son indépendance et l'a reconquise au prix du sang. Vous connaissez peut-être la Croatie comme destination touristique, ses plages cristallines, ses villes fortifiées classées au patrimoine mondial. Mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Imaginez un instant, une petite république marchande, coincée entre deux géants impériaux, qui parvient à maintenir son autonomie pendant 457 ans. Une nation slave qui adopte l'alphabet latin alors que ses voisins choisissent le cyrillique. Un royaume médiéval qui disparaît dans une union personnelle pour renaître 900 ans plus tard. Un peuple qui survit à l'occupation ottomane, aux guerres napoléoniennes, aux deux guerres mondiales, au communisme, et enfin reconquiert sa souveraineté dans les années 90. Comment est-ce possible ? Pourquoi cette terre a-t-elle été si convoitée ? Qu'est-ce qui fait que les Croates ont conservé leur identité à travers tant de dominations étrangères ? Pourquoi Dubrovnik, cette petite cité, rivalisait-elle avec Venise ? Et surtout, comment comprendre la violence inouïe de la guerre des années 90, sans connaître les 1000 ans qui l'ont précédée ? L'histoire de la Croatie est une longue partie d'échecs géopolitiques où chaque mouvement sur l'échiquier balkanique entraînait des conséquences pour des générations. C'est l'histoire d'une frontière mouvante entre l'Orient et l'Occident, entre le christianisme latin et orthodoxe, entre les empires continentaux et les thalassocraties méditerranéennes. C'est aussi l'histoire d'une culture qui a su préserver ses particularités linguistiques, ses traditions juridiques, ses aspirations nationales même, lorsque l'État croate n'existait plus sur les cartes. Avant que les Croates n'arrivent sur ces terres, avant que Dubrovnik ne devienne une puissance commerciale, avant que les forteresses ne se dressent face aux Ottomans, cette région possédait déjà une histoire millénaire. Les côtes adriatiques de la Croatie actuelle étaient habitées depuis le Néolithique. Des tribus illyriennes y établissaient leurs villages fortifiés sur les collines, surveillant les routes maritimes et contrôlant le commerce du sel, de l'ambre et des métaux précieux venus du nord. Les Illyriens n'étaient pas un peuple unifié, mais une mosaïque de tribus aux dialectes différents, aux coutumes variées. Les Liburnes dominaient la région côtière nord, les Dalmates occupaient le centre, les Hardyai contrôlaient le sud. Ils construisaient leurs villes en pierre sèche, pratiquaient la piraterie, rendaient un culte à des divinités locales dont les noms ont presque tous disparu. Puis vint Rome. Au IIIe siècle avant notre ère, la République romaine commence à s'intéresser à la côte orientale de l'Adriatique. Les pirates illyriens menacent les routes commerciales italiennes. En moins 229, Rome lance une première expédition militaire. Ce n'est que le début d'une longue série de campagnes. Les tribus illyriennes résistent farouchement. Elles connaissent le terrain, se replient dans les montagnes, mènent une guérilla épuisante. Mais Rome est patiente. Rome est méthodique. En moins 35, après 2 siècles de guerre intermittente, la région est entièrement soumise. Elle devient la province de Dalmatie, administrée depuis Salone, une ville côtière qui deviendra l'une des plus importantes cités de l'Empire romain oriental. La romanisation fut profonde. Les légions construisent des routes pavées qui traversent les montagnes. Des villes surgissent selon le plan orthogonal classique, forum, temple, thermes, amphithéâtre. Salone compte plus de 60 000 habitants à son apogée. Les élites illyriennes adoptent le latin, les noms romains, les toges. Les jeunes hommes servent dans les légions, gagnent la citoyenneté romaine, reviennent construire des villas avec des mosaïques importées d'Italie ou d'Afrique. Le commerce s'intensifie. L'huile d'olive, le vin, le blé circulent entre l'Adriatique et Rome. Les ports se multiplient. Des colonies de vétérans s'installent sur les terres fertiles de l'intérieur. Mais l'Empire romain n'est jamais éternel.
même Silem se pensait tel. Au IIIe siècle de notre ère, les premières fissures apparaissent. Les invasions barbares déferlent sur les frontières du Danube. Les Goths, les Vandales, les Huns traversent les provinces danubiennes, pillent, incendient, repartent. La Dalmatie souffre moins que d'autres régions, protégée par ses montagnes et sa position péninsulaire. Mais l'insécurité s'installe. Les villes se fortifient. Les élites quittent les villas de campagne pour se réfugier derrière des murailles. En 305, l'empereur Dioclétien choisit la côte dalmate pour sa retraite. Il fait construire un palais colossal à Split, à quelques kilomètres de Salonne. Ce n'est pas seulement une résidence de luxe, c'est une forteresse. Des murailles de 20 mètres de haut, des tours défensives, des souterrains, des réserves de grains. Dioclétien, qui a réorganisé l'Empire, qui a instauré la tétrarchie, qui a lancé la dernière grande persécution contre les chrétiens, passe ses dernières années à cultiver des choux dans les jardins de son palais adriatique. Il meurt en 316. Son palais reste. Il sera habité sans interruption jusqu'à aujourd'hui. La ville moderne de Split s'est construite autour et à l'intérieur de ses murs. On peut encore marcher dans ses souterrains, toucher les pierres posées par les ouvriers de Dioclétien. Au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident s'effondre. En 476, le dernier empereur est déposé. Mais l'Empire romain d'Orient, celui qu'on appellera plus tard Byzance, continue. La Dalmatie reste sous contrôle byzantin. Constantinople envoie des gouverneurs, maintient des garnisons, perçoit des impôts. Les églises remplacent les temples païens. Le christianisme est désormais la religion officielle. Les évêques deviennent des figures de pouvoir local. Salonne possède un archevêché influent. Puis, au début du 7e siècle, tout bascule. Les Avars, un peuple nomade venu des steppes d'Asie centrale, attaquent les Balkans. En 614, ils assiègent et détruisent Salonne. La grande métropole romaine disparaît dans les flammes. Ses habitants fuient vers les îles, vers les villes fortifiées de la côte. Certains se réfugient dans le palais de Dioclétien, qui devient le noyau de la future ville de Split. D'autres fondent de nouvelles cités sur des îlots rocheux, comme Raguse, la future Dubrovnik. Dans ce chaos, dans ces décennies de violence et de migration massive, apparaissent les Croates. Qui étaient-ils exactement? D'où venaient-ils? Les historiens débattent encore. La théorie la plus acceptée les présente comme un peuple slave, probablement originaire de la région située entre les Carpates et le Dniepr, qui migre vers le sud au 7e siècle, invité ou toléré par Byzance comme tampon contre les Avars. D'autres sources suggèrent une origine iranienne, ou même une tribu alliée aux Avars qui aurait changé de camp. Ce qui est certain, c'est qu'au milieu du 7e siècle, les Croates s'installent massivement dans la région entre la Save, la Drave et l'Adriatique. Ils ne sont pas les seuls Slaves à arriver. Les Serbes s'établissent plus à l'est, les Slovènes au nord. Toute la péninsule balkanique connaît une slavisation profonde. Les anciennes populations romanophones se replient dans les villes côtières, où se mélangent aux nouveaux arrivants. Les langues slaves remplacent progressivement le latin dans les campagnes. Les noms de lieux changent, la géographie humaine se recompose entièrement. Les premiers Croates sont païens. Ils adorent Perun, le dieu du tonnerre, et d'autres divinités slaves. Ils pratiquent l'incinération de leurs morts, construisent des sanctuaires en bois, vivent dans des villages non fortifiés. Ils connaissent que l'agriculture, l'élevage, la métallurgie. Leur organisation sociale est tribale, dirigée par des chefs de clan appelés jupans. Ils ne forment pas encore un État unifié, mais une confédération lâche de tribus apparentées. La christianisation commence au IXe siècle. Elle vient de deux directions. De Rome, par l'intermédiaire des évêques dalmates qui ont survécu dans les villes côtières, et de Constantinople, par des missionnaires byzantins. Les Croates sont pris entre deux influences religieuses et culturelles. Finalement, ils choisiront Rome. Ce choix est déterminant. Il les sépare culturellement des Serbes,
qui pencheront vers Byzance et l'orthodoxie. Il les intègre dans la sphère culturelle de l'Europe occidentale. Il explique pourquoi les Croates utilisent l'alphabet latin et non le cyrillique. Le premier prince croate chrétien dont le nom soit attesté avec certitude s'appelle Vítězslav. Il règne au début du IXe siècle sur une principauté centrée autour de Nain, une petite ville côtière. Ses successeurs étendent progressivement leur autorité. Mislav, Trpimir, Domagoj. Des noms qui résonnent dans les chroniques byzantines et franques. Ces princes mènent une diplomatie habile, jouant Constantinople contre Venise, Rome contre Byzance, tout en consolidant leur pouvoir interne. En 879, le pape Jean VIII reconnaît officiellement l'existence d'un royaume croate et accorde au prince Branimir une reconnaissance pontificale. C'est la première fois qu'une autorité internationale reconnaît l'existence politique des Croates. Branimir envoie une délégation à Rome, reçoit des insignes royaux, se proclame protecteur des chrétiens de Dalmatie. Les bases de l'État croate sont posées. Mais le véritable fondateur du royaume croate, celui dont le nom traverse les siècles, s'appelle Tomislav. Il règne de 910 environ à 928. Tomislav unifie les tribus croates dispersées, annexe une partie de la Pannonie, établit sa suzeraineté sur les villes dalmates byzantines, qui conservent leur autonomie locale. Il bat les Bulgares dans une bataille décisive. Il crée une flotte puissante qui contrôle l'Adriatique. En 925, lors d'un synode tenu à Split, il reçoit le titre de roi. C'est le premier roi croate couronné. Son royaume s'étend des Alpes juliennes jusqu'à la Drina, de l'Adriatique jusqu'à la Save. C'est le premier âge d'or croate. Le royaume de Tomislav est un état médiéval typique de son époque. Le roi gouverne avec l'aide d'une aristocratie militaire, les magnates, qui contrôlent des territoires héréditaires. L'Église joue un rôle central dans l'administration. Les évêques sont souvent issus de la noblesse. Ils tiennent des registres, conseillent le roi, légitiment son pouvoir. La population rurale, les paysans, travaillent la terre selon un système proche du servage, même si certains villages conservent des formes collectives de propriété héritées des traditions slaves. Un élément fascinant du royaume croate médiéval est l'utilisation de l'écriture glagolitique. Inventée au IXe siècle par les saints Cyrille et Méthode pour évangéliser les Slaves, cette écriture est utilisée en Croatie pour copier des textes liturgiques, des chartes, des inscriptions monumentales. Elle coexiste avec le latin, créant une culture écrite bilingue unique. Les prêtres glagolitiques célèbrent la messe en slavon, la langue liturgique slave, avec l'autorisation papale, un privilège exceptionnel en Occident où le latin domine. Cette tradition glagolitique survivra en Croatie jusqu'au XXe siècle dans certaines régions isolées. Après Tomislav, le royaume connaît des hauts et des bas. Trpimir II, Krešimir II, Gojslav. Les rois se succèdent, certains forts, d'autres faibles. Le royaume doit constamment défendre ses frontières contre les Hongrois au nord, les Byzantins au sud, les Vénitiens sur mer. Parfois, il s'allie avec l'un contre l'autre. La diplomatie matrimoniale joue un rôle crucial. Les filles des rois croates épousent des princes hongrois, italiens, byzantins. Le roi Pétar Krešimir IV, qui règne de 1038 à 1074, représente un deuxième sommet. Il étend le royaume, reprend le contrôle direct sur les villes dalmates qui s'étaient émancipées, établit sa résidence à Biograd, sur la côte. Sous son règne, le royaume croate compte environ 100 000 km² et peut mobiliser une armée de 100 000 hommes selon certaines chroniques, chiffre probablement exagéré mais qui témoigne d'une puissance réelle. Les monastères se multiplient. L'architecture romane fleurit. Des églises sont construites dans un style qui mélange influences byzantines, italiennes et motifs locaux. Mais ce royaume médiéval est fragile. À la mort de Pétar Krešimir IV, sans héritier direct, une crise de succession s'ouvre. Plusieurs prétendants se disputent la couronne. L'aristocratie se divise.
le roi Zvonimir, qui règne de 1076 à 1089, tente de stabiliser la situation. Il est proche du pape et de la Hongrie, trop proche aux yeux de certains nobles. Lorsqu'il meurt en 1089, dans des circonstances mystérieuses, peut-être assassiné lors d'une assemblée houleuse, le royaume bascule dans l'anarchie. Les magnates croates ne parviennent pas à s'accorder sur un successeur. Pendant ce temps, le roi de Hongrie, Ladislas, avance ses pions. Il a des prétentions dynastiques sur la Croatie par sa mère, qui était de sang royal croate. En 1091, il envahit la Croatie du Nord. En 1102, son successeur Colomande conquiert la Dalmatie. Les nobles croates, épuisés par les guerres civiles, acceptent un compromis. En 1102, un accord, parfois appelé Pacta Conventa, bien que son existence historique soit débattue, établit une union personnelle entre la Hongrie et la Croatie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Le roi de Hongrie devient roi de Croatie, mais la Croatie conserve son autonomie institutionnelle. Elle garde son ban, une sorte de vice-roi nommé par le roi, mais choisi parmi la noblesse croate. Elle conserve sa diète, le sabor, qui vote les lois et les impôts. Elle maintient son système juridique propre. En théorie, c'est une union entre égaux. En pratique, la Hongrie est beaucoup plus puissante. Progressivement, les rois hongrois imposeront leur volonté. Cette union durera plus de 800 ans. Elle est l'un des faits majeurs de l'histoire croate. Pendant ces 8 siècles, la Croatie n'existera plus comme royaume indépendant, mais elle ne disparaîtra jamais complètement. Elle conservera une identité propre, des institutions spécifiques, une conscience nationale qui ressurgira au XIXe siècle. Pendant le Moyen Âge tardif, sous la couronne hongroise, la Croatie connaît des transformations profondes. La féodalité se consolide, les grands domaines seigneuriaux se multiplient, les paysans perdent progressivement leur liberté, le servage se généralise, des villes se développent, surtout sur la côte, Zagreb à l'intérieur, Split, Zadar, Šibenik sur le littoral. Ces villes obtiennent des chartes de liberté, des privilèges commerciaux, une certaine autonomie. Elles deviennent des centres artisanaux et marchands. Mais une autre entité politique se développe parallèlement, qui va jouer un rôle absolument central dans l'histoire croate. La République de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik. Son histoire mérite qu'on s'y attarde longuement, car Raguse représente une exception fascinante dans l'Europe médiévale et moderne. Raguse est fondée au 7e siècle par des réfugiés romains fuyant la destruction de l'antique Épidore par les Avars. Ils s'installent sur un îlot rocheux à peine séparé de la côte par un étroit chenal. Ce chenal sera comblé au XIIe siècle, créant la fameuse rue Stradun qui traverse encore aujourd'hui la vieille ville. Les premiers Ragusains sont romanophones. Ils parlent le dalmate, une langue romane proche de l'italien. Mais très vite, la ville attire des Slaves croates. Au XIIe siècle, Raguse est déjà une ville bilingue où le latin administratif, le dalmate populaire et le croate slave cohabitent. Initialement, Raguse est sous protection byzantine. Elle paie tribut à Constantinople en échange d'une autonomie commerciale. Mais Byzance est loin. Venise est proche. En 1000, Venise impose sa suzeraineté sur la plupart des villes dalmates, y compris Raguse. Cette domination vénitienne dure jusqu'en 1358. Pendant ces 3 siècles et demi, Raguse apprend à naviguer entre les puissances, à payer tribut pour acheter sa tranquillité, à commercer avec tout le monde sans se lier à personne de façon trop étroite. En 1358, profitant des difficultés de Venise en guerre contre Gênes et contre la Hongrie, Raguse passe sous la protection du roi de Hongrie-Croatie. Le tribut est moins lourd, l'autonomie est plus grande. Mais surtout, au début du XVe siècle, alors que la Hongrie est affaiblie par les guerres contre les Ottomans, Raguse parvient à un arrangement extraordinaire. Elle reconnaît la suzeraineté nominale du sultan ottoman,
lui paie un tribut annuel de 12 500 ducats et en échange obtient une indépendance de facto complète et la protection ottomane contre toutes les autres puissances. C'est le début de l'âge d'or ragusin. Du XVe au XVIIe siècle, Raguse devient l'une des grandes puissances maritimes de la Méditerranée. Sa flotte commerciale est la troisième d'Europe après Venise et Gênes. Ses navires sillonnent toute la Méditerranée, de Constantinople à Londres, de Séville à Alexandrie. Les marchands ragusins établissent des comptoirs dans tous les grands ports. Ils importent des épices, de la soie, du coton d'Orient. Ils exportent de l'argent extrait des mines de Bosnie et de Serbie, du plomb, du sel. Ils affrètent leurs navires aux autres puissances. Ils font de l'assurance maritime. Ils deviennent banquiers. Mais comment une si petite cité, coincée entre deux empires, parvient-elle à maintenir son indépendance pendant 457 ans? La réponse est triple: diplomatie, commerce et institutions républicaines exceptionnellement stables. La diplomatie ragusaine est un chef-d'œuvre d'équilibre. Raguse paie tribut au sultan, mais maintient d'excellentes relations avec le pape et les puissances catholiques. Elle envoie des ambassadeurs permanents à Constantinople, Rome, Vienne, Madrid, Paris. Ces ambassadeurs sont choisis parmi les meilleurs esprits de la République. Ils parlent plusieurs langues. Ils connaissent le droit international. Ils maîtrisent l'art de l'ambiguïté diplomatique. Lorsque deux puissances sont en guerre, Raguse parvient généralement à commercer avec les deux sans se faire accuser de trahison. Le commerce ragusin repose sur une flotte remarquable. Les chantiers navals de Raguse construisent des navires solides, rapides, bien armés. Les capitaines ragusins sont réputés pour leurs compétences. La République a établi des règles strictes pour assurer la qualité de la construction navale, la sécurité des équipages, la loyauté des capitaines. Un système d'assurance maritime sophistiqué protège les investisseurs. Des contrats standardisés facilitent les transactions. Raguse invente certaines des premières formes de droit commercial moderne. Les institutions politiques de Raguse sont uniques. La République est gouvernée par une aristocratie marchande très restreinte. Seules les familles inscrites dans le livre d'or peuvent accéder aux charges publiques. Il y en a environ 50. Cette aristocratie élit un recteur qui gouverne pour un mandat d'1 mois seulement. Ce mandat extrêmement court vise à empêcher l'accumulation de pouvoir personnel. Pendant son mandat, le recteur ne peut quitter le palais. Il dort dans une chambre du palais. Il mange des repas fournis par l'État. Il ne peut recevoir de visiteurs privés. Cette surveillance constante vise à prévenir la corruption. Le Grand Conseil, composé de tous les aristocrates majeurs, vote les lois. Le Petit Conseil, de 11 membres, prépare les décisions. Le Sénat, de 45 membres, gère la politique étrangère. Ces assemblées se contrôlent mutuellement. Aucune décision importante ne peut être prise sans l'accord d'au moins 2 de ces organes. Ce système de check and balance est étonnamment moderne pour l'époque. Raguse développe aussi un système juridique avancé. Dès 1272, elle adopte un statut écrit, sorte de constitution qui codifie les lois civiles et pénales. Ce statut sera révisé et amélioré au fil des siècles. Il établit des règles claires pour les contrats, les héritages, les délits. Il prévoit des procédures judiciaires relativement équitables. La torture est limitée à certains cas précis. Les peines sont proportionnées aux délits. Pour l'époque, c'est remarquablement progressiste. En 1417, Raguse abolit officiellement l'esclavage sur son territoire. C'est l'une des premières entités européennes à le faire. Certes, les Ragusins continueront à transporter des esclaves pour d'autres puissances, activité lucrative dont ils ne se privent pas. Mais sur le territoire même de la République, l'esclavage est interdit. Cette décision reflète autant un pragmatisme économique qu'une évolution éthique. Les marchands ragusins comprennent que le travail libre est plus productif. La République investit massivement dans les infrastructures. Des aqueducs alimentèrent la ville en eau potable depuis les montagnes environnantes. Des greniers publics stockent du blé
pour prévenir les famines. Des fontaines publiques sont construites dans chaque quartier. Un système de quarantaine maritime, l'un des premiers d'Europe, est établi pour prévenir les épidémies. Lorsqu'un navire arrive de zones infectées par la peste, il doit attendre 40 jours sur l'île de Loccrum avant que son équipage puisse débarquer. Raguse est aussi un centre culturel. Des écrivains, des poètes, des savants y prospèrent. Marin Držić, dramaturge du XVIe siècle, écrit des comédies en croate qui sont jouées dans toute la Dalmatie. Ivan Gundulić, poète baroque du XVIIe siècle, compose un épopée, Osman, qui célèbre la défense de l'Europe chrétienne contre les Ottomans, tout en reconnaissant la grandeur de la civilisation ottomane. Ruđer Bošković, au XVIIIe siècle, devient l'un des plus grands scientifiques européens, précurseur de la théorie atomique moderne, mathématicien, astronome, diplomate. Ces figures montrent que Raguse, malgré sa petite taille, produit une vie intellectuelle intense. Mais revenons à la Croatie continentale. Pendant que Raguse prospère, la Croatie sous couronne hongroise affronte une menace existentielle, l'expansion ottomane. Au XIVe siècle, les Ottomans traversent le Bosphore et commencent la conquête des Balkans. En 1389, ils écrasent les Serbes à Kosovo-Polje. En 1453, ils prennent Constantinople. Désormais, rien ne semble pouvoir les arrêter. La Croatie est directement sur leur route. Les premières incursions ottomanes sur le territoire croate datent des années 1450. Ce ne sont d'abord que des raids dévastateurs. Les Akinji, cavaliers légers ottomans, franchissent la frontière, pillent les villages, capturent des prisonniers qu'ils vendent comme esclaves, incendient les récoltes, puis repartent avant que les troupes croates ou hongroises puissent les intercepter. La terreur s'installe. Les paysans abandonnent leurs terres. Des régions entières se dépeuplent. En 1493, une bataille décisive se déroule à Krbava, dans la Croatie intérieure. Une armée croate de 10 000 hommes affronte une force ottomane largement supérieure. Les Croates sont massacrés. L'élite militaire croate est décimée. Cette défaite ouvre la Croatie à l'invasion. Dans les décennies suivantes, les Ottomans conquièrent progressivement la Slavonie, la Bosnie voisine, une partie de la Dalmatie intérieure. En 1527, ils occupent la majeure partie du territoire croate historique. La Croatie est coupée en deux. Une petite bande de territoire au nord et à l'ouest reste sous contrôle des Habsbourg, qui ont hérité de la couronne hongroise en 1526 après la mort du roi Louis II à la bataille de Mohacs contre les Ottomans. Le reste est ottoman. Cette partition durera plus de 150 ans. Elle marque profondément l'identité croate. Face à l'avancée ottomane, les Habsbourg établissent un système défensif unique. La frontière militaire, en allemand, Militärgrenze, en croate, Vojna Krajina. Il s'agit d'une zone administrative spéciale, large de 20 à 60 km, qui court le long de la frontière ottomane depuis l'Adriatique jusqu'à la Transylvanie. Cette zone n'est pas soumise à l'administration civile croate ou hongroise, mais directement contrôlée par le Conseil de guerre de Vienne. Les Habsbourg peuplent cette frontière militaire de soldats colons. Ils offrent des terres aux réfugiés des territoires occupés par les Ottomans. Beaucoup de ces réfugiés sont des Serbes orthodoxes fuyant la Bosnie, le Sandjak, la Serbie ottomane. On leur donne des terres à condition qu'ils s'engagent à défendre la frontière. Chaque homme adulte est soldat. Il reçoit un équipement, un entraînement militaire. Il doit être prêt à combattre à tout moment. En échange, il est exempté de certains impôts. Il jouit d'une autonomie religieuse. Il peut conserver ses coutumes. Ce système crée une société militarisée. Les villages sont organisés en compagnies. Les officiers sont nommés par Vienne. Une surveillance constante règne, mais il est efficace. La frontière militaire arrête l'expansion ottomane. Elle permet même des contre-offensives au XVIIe siècle. Cependant, elle créera aussi des tensions ethniques durables. Les Serbes orthodoxes de la Krajina développeront une identité distincte.
Ils se sentiront plus proches de Vienne, qui leur a donné refuge et privilèges, que de Zagreb. Ces tensions resurgiront violemment au XXe siècle. La vie dans les territoires croates sous domination ottomane est difficile à généraliser. Dans certaines régions, notamment en Slavonie, les Ottomans établissent une administration régulière. Ils divisent le territoire en sandjaks, districts administrés par des beys. Ils lèvent des impôts, le harak sur les non-musulmans, le zakat sur les musulmans. Ils encouragent la conversion à l'islam en offrant des avantages fiscaux et sociaux. Certains Croates se convertissent, surtout parmi les nobles qui veulent conserver leurs terres. D'autres résistent farouchement. La population musulmane de Bosnie voisine, les Bosniaques, compte de nombreux convertis slaves. Mais en Croatie proprement dite, les conversions massives n'ont pas lieu. La présence de l'Église catholique reste forte. Les franciscains, en particulier, jouent un rôle crucial dans le maintien de l'identité catholique. Ils circulent dans les villages, célèbrent les sacrements, enseignent le catéchisme, maintiennent des écoles. Les Ottomans tolèrent généralement cette activité tant que les prêtres paient leurs impôts et ne fomentent pas de rébellion. En 1683, les Ottomans lancent leur dernière grande offensive en Europe centrale. Ils assiègent Vienne. Le siège échoue. C'est le tournant. Les Habsbourg, alliés aux Polonais, aux Vénitiens, aux Russes, lancent une vaste contre-offensive. La Grande Guerre turque de 1683 à 1699 voit les Ottomans reculer sur tous les fronts. En 1699, le traité de Karlowitz entérine les conquêtes autrichiennes. Les Habsbourg récupèrent toute la Hongrie, toute la Croatie, toute la Slavonie. Seule la Bosnie reste ottomane. Cette reconquête transforme la Croatie. Les terres dévastées par 150 ans de guerre doivent être repeuplées. Les Habsbourg encouragent l'immigration. Des colons allemands, des Hongrois, des Italiens, des Serbes s'installent. La diversité ethnique s'accroît. Les tensions aussi. La frontière militaire est maintenue, car la frontière avec l'Empire ottoman subsiste. Les soldats colons conservent leurs privilèges. Mais la noblesse croate, revenue sur ses terres, réclame la restauration de ses droits seigneuriaux sur ses populations. Au XVIIIe siècle, la Croatie sous domination habsbourgeoise connaît une période de relative stabilité. L'économie se reconstruit lentement. L'agriculture se développe. Les villes grandissent. Zagreb devient le centre administratif et culturel croate. Mais politiquement, la Croatie perd progressivement son autonomie. Les réformes absolutistes de Marie-Thérèse et de Joseph II centralisent l'administration. Le pouvoir du sabor décline. L'allemand devient langue administrative. La haute noblesse croate s'assimile culturellement à Vienne. Elle parle allemand, adopte les modes viennoises, envoie ses fils dans les académies militaires autrichiennes. Cependant, au début du XIXe siècle, un mouvement intellectuel change la donne. Le réveil national croate ou mouvement illyrien. Ce mouvement naît dans les années 1830, porté par une génération d'intellectuels, écrivains, linguistes, historiens croates. Ils sont influencés par le romantisme européen, par le nationalisme allemand et italien, par les idées des Lumières. Ils veulent réveiller la conscience nationale croate, moderniser la langue, créer une littérature nationale, revendiquer l'autonomie politique. La figure centrale de ce mouvement est Ľudevit Gaj. En 1836, il publie une brochure proposant une réforme de l'orthographe croate. Il veut unifier les différents dialectes croates, créer une langue littéraire standard basée sur le dialecte štokavien, le plus répandu. Il introduit des signes diacritiques pour noter les sons spécifiques du croate. Son alphabet, légèrement modifié, est encore utilisé aujourd'hui. Gaj fonde aussi un journal, Danica Ilirska, qui devient la tribune du mouvement national. Pourquoi illyrien ? Gaj et ses partisans utilisent le nom des anciens Illyriens pour désigner tous les Slaves du Sud. Ils rêvent d'une union culturelle et peut-être politique de tous les peuples slaves du Sud au sein de l'Empire habsbourgeois.
Cette idée, l'illyrisme, vise à dépasser les divisions entre Croates, Serbes, Slovènes. Elle reflète une vision romantique d'une grande nation slave méridionale. Mais elle se heurte rapidement aux réalités. Les Serbes développent leur propre nationalisme centré sur Belgrade et l'orthodoxie. Les Slovènes affirment leur particularisme. L'illyrisme évolue progressivement vers un nationalisme spécifiquement croate. En 1848, la révolution du printemps des peuples secoue l'Europe. Les Croates en profitent pour affirmer leurs revendications. Le ban Josip Jelačić, nommé par l'empereur, devient une figure nationale. Il convoque le sabor, abolit le servage, utilise le croate comme langue administrative. Lorsque la Hongrie se révolte contre Vienne, Jelačić reste loyal aux Habsbourg et mène une armée croate contre les révolutionnaires hongrois. Ce choix s'explique par la peur croate d'une domination hongroise. Les Croates préfèrent Vienne, lointaine, à Budapest, trop proche. Après l'écrasement de la révolution hongroise, les Croates espèrent des récompenses de Vienne. Ils sont déçus. L'absolutisme néo-absolutiste de François-Joseph ignore leurs aspirations. En 1867, un compromis austro-hongrois, l'Ausgleich, transforme l'empire des Habsbourg en double monarchie. L'Autriche et la Hongrie deviennent deux États égaux sous un même souverain. Mais qu'advient-il de la Croatie ? Elle est rattachée à la partie hongroise. Un accord hungaro-croate, le Nagodba de 1868, définit les relations. La Croatie obtient une autonomie interne en matière de justice, d'éducation, de culte. Mais elle dépend de Budapest pour les finances, l'armée, la politique étrangère. Le ban est nommé par l'empereur sur proposition du gouvernement hongrois. Le sabor a des pouvoirs limités. Les Croates se sentent trahis. Cette frustration nourrit le mouvement national croate qui se radicalise. Deux tendances émergent. Le Parti du droit, fondé par Ante Starčević, prône l'indépendance totale de la Croatie. Starčević développe une idéologie nationaliste exclusive. Il considère que tous les habitants catholiques de Croatie, Bosnie, Dalmatie sont des Croates. Il nie l'existence d'une nation serbe distincte, ce qui créera des tensions durables. À l'opposé, le Parti populaire croate, plus modéré, cherche des compromis avec Vienne et Budapest. Au tournant du XXe siècle, la question croate s'inscrit dans un contexte plus large. La montée des tensions dans les Balkans, le déclin de l'Empire ottoman, les rivalités entre grandes puissances. La Bosnie-Herzégovine, occupée par l'Autriche-Hongrie depuis 1878 et annexée en 1908, a une population mixte croate catholique, serbe orthodoxe, bosniaque musulmane. Cette annexion provoque la fureur de la Serbie qui revendique ses territoires. Les relations austro-serbes se détériorent. En juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe de Bosnie. Cet assassinat déclenche la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie envahit la Serbie. Les alliances jouent. L'Allemagne soutient l'Autriche, la Russie soutient la Serbie. La France et la Grande-Bretagne entrent en guerre. L'Europe s'embrase. Pour les Croates, la guerre pose une question terrible. Faut-il rester loyal à l'empire des Habsbourg ou chercher une alternative ? La majorité de la population au début reste loyale. Des centaines de milliers de Croates servent dans l'armée austro-hongroise. Ils combattent sur les fronts italiens, russes, serbes, mais au fur et à mesure que la guerre s'éternise, que les pertes s'accumulent, que l'empire se délite, des voix s'élèvent pour réclamer une solution yougoslave. En 1915, un groupe de politiciens croates, serbes et slovènes exilés à Londres forment le comité yougoslave. Ils plaident auprès des Alliés pour la création d'un État sud-slave unifié après la guerre. Cette idée reçoit le soutien de la Serbie, qui voit là une occasion d'étendre son influence. En juillet 1917, le comité yougoslave et le gouvernement serbe signent la déclaration de Corfou qui prévoit la création d'un royaume des Serbes
croates et slovènes après la victoire. En octobre 1918, alors que l'Autriche-Hongrie s'effondre, les Croates proclament leur indépendance. Le sabord rompt avec Budapest et Vienne. Un conseil national des Slovènes, Croates et Serbes est créé à Zagreb. Pendant quelques semaines, la Croatie est indépendante de facto. Mais cette indépendance est précaire. L'armée serbe avance depuis le sud. Les troupes italiennes occupent la Dalmatie, réclamant les territoires promis par les Alliés dans le traité secret de Londres de 1915. La menace d'une partition plane. Dans ce contexte, le Conseil national accepte de fusionner avec le Royaume de Serbie. Le 1er décembre 1918, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est proclamé à Belgrade. C'est la naissance de la première Yougoslavie. Les Croates espèrent une fédération égalitaire. Ils seront déçus. La première Yougoslavie est dominée par la Serbie. Le roi est serbe, la dynastie Karađorđević. La capitale est Belgrade. L'armée est majoritairement serbe. La constitution de 1921 établit un État centralisé, pas une fédération. Les Croates, qui représentent environ 23% de la population, se sentent opprimés. Le parti paysan croate, dirigé par Stjepan Radić, devient le principal parti croate. Il réclame l'autonomie, la fédéralisation, le respect des droits croates. Les tensions culminent en 1928 lorsque Stjepan Radić est assassiné au Parlement de Belgrade par un député serbe. Cet assassinat choque la Croatie. Le roi Alexandre Ier répond en instaurant une dictature royale en 1929. Il dissout le Parlement, interdit les partis politiques, renomme le pays Royaume de Yougoslavie. Il divise administrativement le pays en Banovines qui ne correspondent pas aux frontières historiques, cherchant à effacer les identités nationales. La répression s'abat sur les nationalistes croates. Certains Croates se radicalisent. L'organisation nationaliste Ustashi, Ustaš, est fondée par Ante Pavelić en 1929. Basée en exil, d'abord en Hongrie, puis en Italie fasciste, elle prône l'indépendance croate par tous les moyens, y compris le terrorisme. En 1934, les Ustashi, avec le soutien de l'organisation macédonienne VMRO, organisent l'assassinat du roi Alexandre à Marseille. Cet attentat ne résout rien. La Yougoslavie continue sous une régence. En mars 1941, sous la pression nazie, le régent yougoslave signe un pacte avec l'Axe. Un coup d'État militaire renverse le gouvernement 2 jours plus tard. Hitler, furieux, ordonne l'invasion de la Yougoslavie. En avril 1941, l'armée allemande, appuyée par l'Italie, la Hongrie et la Bulgarie, attaque. La Yougoslavie s'effondre en 11 jours. Les Allemands et les Italiens démembrent la Yougoslavie. La Croatie devient un État fantoche, l'État indépendant de Croatie, NDH en croate. Ante Pavelić et les Ustashi, ramenés par les Italiens, prennent le pouvoir. Cet État inclut la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, une partie de la Serbie. Pavelić se proclame poglavnik, guide imitant Mussolini et Hitler. Il instaure un régime fasciste aligné sur l'Axe. Le régime Ustashi est l'un des plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Il met en œuvre une politique de nettoyage ethnique. Les Serbes orthodoxes, les Juifs, les Roms sont persécutés systématiquement. Des centaines de milliers de personnes sont massacrées dans des camps de concentration, le plus infâme étant Jasenovac. Les chiffres exacts des victimes sont débattus, mais les historiens estiment qu'entre 80 000 et 100 000 personnes, principalement des Serbes, des Juifs et des Roms, sont tués à Jasenovac même, et plusieurs centaines de milliers au total dans l'État Ustashi. Cette violence génocidaire laisse des cicatrices profondes. Elle empoisonne les relations serbo-croates pour des générations. Elle sera instrumentalisée par tous les nationalistes, Ustashi comme tchétniks serbes, partisans comme communistes. Elle rend impossible toute réconciliation facile. Face au régime Ustashi et aux occupants, une résistance s'organise.
elle prend deux formes principales. Les tchetniks, monarchistes serbes, combattent d'abord les occupants, mais finissent par collaborer avec les Italiens et les Allemands contre les partisans communistes, leur ennemi prioritaire. Les partisans communistes, dirigés par Josip Broz Tito, mènent une guerre de guérilla contre les Allemands, les Italiens, les Oustachis et les Tchetniks. Tito est un Croate de père slovène et mère slovène, mais il se définit comme yougoslave. Son mouvement partisan est multiethnique. Des Serbes, des Croates, des Bosniaques, des Slovènes, des Macédoniens combattent ensemble. Cette dimension multiethnique est cruciale. Elle offre une alternative au nationalisme meurtrier des Oustachis et des Tchetniks. À la fin de la guerre, les partisans de Tito contrôlent la majeure partie de la Yougoslavie. En mai 1945, lorsque l'Allemagne capitule, ils sont maîtres du pays. La seconde Yougoslavie socialiste est fondée en novembre 1945. C'est une fédération de 6 républiques: Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine. La Croatie retrouve ses frontières historiques, incluant la Dalmatie, l'Istrie, la Slavonie. Zagreb redevient sa capitale. Mais c'est une république au sein d'une fédération communiste. Le régime titiste est autoritaire. Le parti communiste contrôle tout. Les opposants sont réprimés. Les collaborateurs réels ou supposés sont jugés, souvent sommairement. Des dizaines de milliers de personnes sont exécutées dans les mois qui suivent la libération, dont beaucoup d'Oustachis et leurs familles, mais aussi des opposants non communistes. Les biens sont nationalisés. L'économie est planifiée. La religion est réprimée. Les églises fermées ou surveillées. Mais la Yougoslavie de Tito se distingue du bloc soviétique. En 1948, Tito rompt avec Staline. Il refuse d'aligner sa politique sur Moscou. Cette rupture aurait pu être fatale. Staline exclut la Yougoslavie du Cominform. Il organise un blocus économique. Il tente probablement des assassinats, mais Tito tient bon. La Yougoslavie développe son propre modèle, le socialisme autogestionnaire, où les entreprises sont théoriquement gérées par les travailleurs, et la politique des non-alignés en affaires étrangères, se positionnant entre l'Est et l'Ouest. Pour la Croatie, la Yougoslavie titiste est ambivalente. D'un côté, elle jouit d'une autonomie institutionnelle jamais connue auparavant. Elle a son propre gouvernement républicain, son parlement, son système éducatif. La langue croate est officielle. La culture croate s'épanouit dans les limites du socialisme. Zagreb devient une métropole moderne. Le tourisme se développe sur la côte dalmate. L'économie croate, la plus développée de Yougoslavie avec la Slovénie, croît rapidement dans les années 50 et 60. D'un autre côté, les Croates estiment contribuer plus qu'ils ne reçoivent. Les revenus du tourisme dalmate, les devises envoyées par les travailleurs croates à l'étranger, les profits des industries croates sont redistribués à l'échelle fédérale vers les républiques plus pauvres. Un sentiment d'injustice économique se développe. De plus, le régime communiste, bien que moins brutal après Staline, reste répressif. Le nationalisme croate est sévèrement réprimé. Tout signe de séparatisme est traité comme une menace existentielle. En 1971, ce qu'on appellera le printemps croate éclate. C'est un mouvement de masse réclamant plus d'autonomie pour la Croatie, des réformes démocratiques, des changements économiques. Des étudiants, des intellectuels, des membres du Parti communiste croate lui-même portent ce mouvement. Pendant quelques mois, il semble que Tito pourrait céder. Mais en décembre 1971, il réprime brutalement. Les dirigeants du mouvement sont arrêtés, jugés, emprisonnés. Le Parti communiste croate est purgé. La répression touche des milliers de personnes. Cette répression du printemps croate a des conséquences durables. Elle radicalise une partie de la diaspora croate. Des organisations nationalistes croates, certaines héritières des Oustachis, mènent des actions terroristes contre des cibles yougoslaves dans les années 70 et 80. Elle nourrit aussi un nationalisme croate souterrain qui ressurgira dans les années 80.
Tito meurt en mai 1980. Avec lui, disparaît le ciment de la Yougoslavie. Le système qu'il laisse est complexe. Une présidence collective tournante entre les républiques, un système économique hybride en crise, des tensions nationales refoulées. Les années 80 sont difficiles. L'économie yougoslave stagne, l'inflation grimpe, le chômage augmente, la dette extérieure explose. Les républiques riches, Slovénie et Croatie, ne veulent plus financer les républiques pauvres. Les républiques pauvres accusent les riches d'égoïsme. En Serbie, Slobodan Milošević arrive au pouvoir en 1987. Il utilise un nationalisme serbe agressif pour consolider son pouvoir. Il révoque l'autonomie du Kosovo et de la Voïvodine, province autonome de Serbie. Il attise les tensions avec les autres républiques. En 1989, lors du 600e anniversaire de la bataille de Kosovo, il prononce un discours incendiaire qui sonne comme une déclaration de guerre aux autres nations yougoslaves. En Croatie, un mouvement démocratique émerge. En 1990, les premières élections multipartites ont lieu. L'Union démocratique croate, HDZ, parti nationaliste dirigé par Franjo Tudjman, ancien général partisan devenu dissident, remporte la victoire. Tudjman devient président. Il adopte de nouveaux symboles nationaux qui rappellent l'État Ustashi, ce qui terrifie les Serbes de Croatie. Il limoge des employés serbes de l'administration. La rhétorique nationaliste monte. Les Serbes de Croatie, qui représentent environ 12% de la population, surtout concentrés dans la région de la Krajina, ancienne frontière militaire, s'inquiètent. Encouragés par Belgrade, soutenus par l'armée populaire yougoslave désormais contrôlée par les Serbes, ils se rebellent. En août 1990, ils organisent un référendum illégal sur l'autonomie. Ils érigent par des barricades. Ce qu'on appellera la révolution des rondins bloque les routes. En 1991, la situation se dégrade rapidement. La Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance le 25 juin. L'armée yougoslave attaque la Slovénie, mais après 10 jours de combat, se retire. La Slovénie est ethniquement homogène, éloignée de la Serbie, stratégiquement secondaire pour Belgrade. La Croatie est différente. La guerre éclate véritablement en Croatie à l'été 1991. L'armée yougoslave, appuyée par des milices serbes locales et des paramilitaires venus de Serbie, attaque les positions croates. Les villes d'Almat sont bombardées par l'artillerie et la marine yougoslave. Vukovar, ville croate de l'Est, subit un siège de 87 jours. La ville est détruite à 80%. Lorsqu'elle tombe en novembre 1991, plus de 200 patients et personnels de son hôpital sont massacrés par les forces serbes, crime de guerre qui sera jugé à La Haye. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, est assiégée et bombardée de octobre 1991 à mai 1992. Les obus tombent sur la vieille ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monde est horrifié. Cette attaque contre Dubrovnik, ville sans importance stratégique mais chargée de symboles, révèle la nature de la guerre. Il s'agit d'humilier, de détruire l'identité culturelle, pas seulement de conquérir du territoire. La communauté internationale réagit lentement. L'Union européenne tente des médiations. L'ONU envoie des casques bleus, la FORPRONU, pour surveiller un cessez-le-feu précaire. En janvier 1992, un accord de cessez-le-feu est signé. Les Serbes contrôlent environ un tiers du territoire croate, la Krajina et la Slavonie orientale. Des centaines de milliers de Croates ont été chassés de ces régions. Des villes et villages sont détruits. Les pertes humaines se comptent par milliers. Cette situation de ni guerre ni paix dure jusqu'en 1995. La Croatie utilise ce temps pour reconstruire son armée. Elle reçoit des armes, malgré l'embargo international, notamment d'Argentine et de pays islamiques. Elle forme ses troupes. Elle attend le moment propice. En août 1995, l'armée croate lance l'opération Tempête. En 4 jours,
Elle reconquiert toute la Krajina. C'est une victoire militaire éclair, mais elle s'accompagne d'un exode massif. Environ 200 000 Serbes de Croatie fuient vers la Serbie et la Bosnie. Certains sont expulsés, d'autres partent par peur des représailles. Des crimes de guerre sont commis contre les civils serbes restés. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie jugera plusieurs généraux croates pour ces crimes, bien que la plupart soient venus acquittés en appel. Avec l'opération Tempête, la guerre en Croatie se termine essentiellement. La Slavonie orientale, dernière région sous contrôle serbe, est réintégrée pacifiquement en 1998 après une transition supervisée par l'ONU. La Croatie a reconquis son territoire. Elle a payé un prix terrible, environ 20 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés, une économie dévastée, des infrastructures détruites, des mines terrestres qui tueront encore pendant des années. Franjo Tudjman gouverne la Croatie de 1990 à sa mort en 1999. Son régime est autoritaire, nationaliste, corrompu. Les médias sont contrôlés, l'opposition est harcelée. La privatisation des entreprises d'État enrichit les proches du régime. Le retour des réfugiés serbes est entravé. La Croatie reste isolée internationalement, considérée comme un régime semi-démocratique. Après la mort de Tudjman, les élections de janvier 2000 amènent au pouvoir une coalition réformiste. Ivica Račan devient Premier ministre. La Croatie s'engage sur la voie de la démocratisation, de la réconciliation, de l'intégration européenne. Elle coopère avec le tribunal de la Haye, ce qui est douloureux pour une partie de la population qui considère les généraux croates comme des héros. Elle améliore les droits des minorités. Elle libéralise l'économie. Elle demande l'adhésion à l'Union européenne. Le processus est long et difficile. L'Union européenne impose des conditions strictes. Réforme judiciaire, lutte contre la corruption, coopération régionale, retour des réfugiés. Chaque année, des rapports de la Commission européenne évaluent les progrès. La Croatie avance par paliers. En 2009, elle adhère à l'OTAN, signe de sa réintégration dans les structures de sécurité occidentales. En juillet 2013, la Croatie devient le 28e membre de l'Union européenne. C'est un moment historique. Après des siècles de domination étrangère, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et la guerre des années 90, la Croatie rejoint volontairement une union de nations démocratiques. L'adhésion est célébrée, mais elle soulève aussi des questions. L'économie croate, touchée par la crise financière de 2008, peine à se redresser. Le chômage reste élevé. Les jeunes émigrent vers l'Europe de l'Ouest. La population décline. Aujourd'hui, la Croatie est une démocratie parlementaire stable. Elle a une économie de marché ouverte. Son tourisme est florissant, attirant des millions de visiteurs chaque année vers ses côtes, ses îles, ses villes historiques. Dubrovnik, grâce à la série télévisée Game of Thrones qui y a été tournée, connaît même un surtourisme problématique. Split, Zadar, Rovinj prospère, Zagreb se modernise, mais des défis subsistent. La corruption reste un problème. La justice est lente. Les inégalités régionales sont fortes entre la côte prospère et l'intérieur dépeuplé. Les séquelles de la guerre persistent. Les anciens combattants souffrent de traumatismes. Les relations avec la Serbie restent tendues, même si elles s'améliorent graduellement. La question des disparus de guerre n'est pas résolue. Les mines terrestres continuent de tuer. La Croatie fait aussi face à des questions identitaires. Quelle est son identité ? Européenne, balkanique, méditerranéenne, slave, catholique. Toutes ces dimensions coexistent. La Croatie est un carrefour, une frontière, un pont. Elle l'a toujours été. Cette position entre mondes explique sa richesse culturelle, mais aussi ses tragédies. Être sur une frontière signifie être un champ de bataille potentiel. L'histoire croate pose une question philosophique profonde. Peut-on maintenir une identité nationale à travers des siècles de domination étrangère ? La Croatie suggère que oui. La langue, la culture,
la mémoire collective peuvent survivre même sans État. Mais cette survie a un coût. Le nationalisme croate, forgé dans la résistance, porte en lui des éléments défensifs, parfois exclusifs. Apprendre à être une nation normale, sans ennemis existentiels, est peut-être le défi actuel de la Croatie. L'histoire de Raguse offre un autre modèle. Cette république a prospéré précisément parce qu'elle refusait les identités exclusives. Les Ragusains étaient pragmatiques. Ils commerçaient avec tout le monde. Ils parlaient toutes les langues. Ils évitaient les guerres. Leur devise, inscrite sur leur drapeau, était « Non bene pro toto libertas venditur auro ». La liberté ne se vend pas pour tout l'or du monde. Ils ont maintenu leur liberté non par la force militaire, mais par la diplomatie et le commerce. Ce modèle reste pertinent. La Croatie moderne doit naviguer entre mémoire et avenir. Se souvenir des souffrances passées est nécessaire pour éviter leur répétition. Mais s'enfermer dans le ressentiment est stérile. La réconciliation régionale dans les Balkans est indispensable pour la paix durable. Les jeunes générations croates, serbes, bosniaques, qui n'ont pas connu la guerre directement, doivent construire ensemble un avenir différent. Il est frappant de constater combien l'histoire croate est méconnue en dehors de la région. Combien de gens savent que Dubrovnik était une puissance maritime rivale de Venise? Combien connaissent l'existence du royaume médiéval croate? Combien comprennent les origines profondes du conflit des années 90? Cette méconnaissance n'est pas innocente. Elle permet les simplifications, les généralisations sur les Balkans comme région de violence tribale éternelle. Or, l'histoire croate montre une société complexe, capable de sophistication politique, de tolérance religieuse comme à Raguse, mais aussi de violence extrême comme sous les Oustachis. Raconter cette histoire dans sa complexité, sans angélisme ni diabolisation, c'est rendre justice aux millions de personnes qui ont vécu sur cette terre à travers les siècles. C'est reconnaître que l'histoire n'est jamais simple, que les victimes d'hier peuvent devenir les bourreaux d'aujourd'hui, que les structures politiques façonnent les possibilités humaines. La Croatie d'aujourd'hui, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, stable et démocratique, semble avoir trouvé sa place. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. De nouveaux défis apparaissent. Le changement climatique qui menace le tourisme côtier, l'émigration qui vide le pays, les populismes qui montent en Europe. Comment la Croatie répondra à ces défis dépendra en partie de la façon dont elle comprend son propre passé. Une nation qui connaît son histoire peut apprendre de ses erreurs. Une nation qui mythifie son histoire risque de les répéter. La Croatie a connu l'Empire romain, les royaumes médiévaux, les républiques marchandes, les empires multinationaux, les dictatures fascistes et communistes, la guerre d'indépendance, la démocratie européenne. Peu de nations ont traversé autant de systèmes politiques. Cette expérience devrait être une source de sagesse. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.